Bon, on va commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce colloque Chemsex Occitanie. Si vous voulez bien, on va commencer, étant donné que notre programme est un petit peu chargé. Je vais inviter les officiels à me rejoindre pour la prise de parole d'introduction, si vous voulez bien. Madame Albert. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour introduire ce colloque, je vais laisser la parole en premier au professeur Alain Mackinson. Merci Thibaut. Bonjour, merci d'être là si nombreux. C'est vraiment un réel plaisir de vous voir ici aujourd'hui pour ce colloque sur le chemsex. C'est vraiment une première pour nous en Occitanie au sein du Quorum de Montpellier. Et on a 2 journées riches en discussion et en échange. J'espère que vous appréciez le programme. Et je tiens vraiment à remercier tout particulièrement quelques-uns de nos invités. Madame Sophie Albert, directrice générale adjointe de l'ARS Occitanie. Madame Élodie Brun, Mandon, conseillère municipale de Montpellier et déléguée à la santé, prévention et lutte contre les addictions de la ville de Montpellier. Et monsieur François Bérard, directeur général adjoint du CHU de Montpellier. Vos présences nous honorent réellement et soulignent l'importance de cette rencontre et l'implication des pouvoirs publics autour du chemsex. Cette, entre guillemets, nouvelle thématique peut en effet faire polémique, peut être délicate, mais est maintenant une priorité de santé publique qui mérite une approche sans tabou, et je crois que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Votre présence aussi, monsieur le directeur adjoint, est aussi un symbole fort de la nécessité de la continuité des soins entre la ville et l'hôpital, y compris dans la prévention, et surtout dans la prévention, en santé sexuelle. Un grand merci à notre comité scientifique du Corévi Occitanie, Dr Marie Bistoquet, qui est infectiologue au CHU de Montpellier, professeur Hélène Donadieu, addictologue aussi au CHU de Montpellier, et monsieur Vivien Lugaz, qui est chargé de mission à l'association ENIPS en Occitanie. Vos expertises vous ont permis de constituer ce programme translationnel et multidisciplinaire de qualité. La qualité et le choix de ce congrès et le choix des intervenants est le fruit de leur travail. L'expertise du professeur Hélène Donadieu est mondialement reconnue et on a la chance de l'avoir à Montpellier. Non, mais j'y pense. Un grand merci aussi à notre équipe opérationnelle du Corévi Occitanie, sans qui en pratique ce congrès n'aurait pu avoir lieu. Nathalie Tourette, qui est coordinatrice Corévi, Noémie Biesunski, qui est médecin Corévi Occitanie-Ouest, Jordan Lejeune, qui est médecin au Corévi Occitanie-Est, Nadia Mefta, qui est data manager, Thibaut Taral, qui est animateur territorial, et Natacha Penalva, qui est animatrice territoriale côté Ouest. Un grand merci enfin à l'ARS Occitanie, à Madame Choma et à Montpellier Sans Sida pour leur soutien matériel indispensable à la tenue de cet événement. Ce congrès est un lieu d'apprentissage et de partage sur une thématique complexe qui nous concerne tous. Les échanges aujourd'hui contribueront à façonner nos approches et stratégies futures. En tant que Corévi, notre mission est d'aborder les enjeux de santé sexuelle de manière holistique et inclusive. Les débats aujourd'hui reflètent cette mission et en tant que président du Corévi Occitanie, je peux vous dire que nous en sommes très fiers. Pour finir, je vous informe que 2 journalistes sont parmi nous aujourd'hui. Ils travaillent indépendamment sur un documentaire autour du chemsex et sont disponibles pour discuter avec vous. Mais il n'y aura pas d'enregistrement de la salle au sein du colloque. Cependant, les intervenants et intervenantes seront enregistrés par le Corévi pour un replay sur notre compte YouTube. Merci à tous pour votre engagement et votre participation. Bonne journée à tous et profitons pleinement de nos échanges. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Élodie Bramandon. Je représente aujourd'hui Michael Delafosse, le maire de Montpellier, qui n'a pas pu venir, mais vous savez qu'il est très sensible aux questions de santé sexuelle, et notamment avec M sans Sida. Et d'ailleurs, ça me permet, Alain, en ta qualité aussi de président de Corévi, mais de cheville ouvrière de M sans Sida, de te remercier pour le dynamisme que tu portes avec cette volonté très forte de rendre effective cette ville sans sida. Je peux aussi, et vous me permettez de les citer, notamment aussi l'ENIPS, il y a AIDE,
Il y a SIDA Info Service, il y a Envie, bien sûr, et toutes les associations LGBTQI+, qui sont partie prenante. J'ai oublié le CJ que je vois aussi, et bien sûr d'autres du CHU qui participent à ce beau programme qui est M sans SIDA. Alors, ce colloque, moi je trouve qu'il tombe à point nommé, tellement nous avons entendu de bêtises crasses et des relents homophobes récemment. On ne va pas citer l'affaire parce qu'à quel point, médiatiquement, je suis heureuse de savoir qu'il y a des journalistes qui s'emparent, et peut-être de façon intelligente, un peu plus de ce sujet du chemsex. Tellement, vous, en tant qu'acteurs directement concernés, ont été impactés par cette bêtise, par cette ignardise collective qu'on a dû subir récemment. À la ville de Montpellier, vous avez en face de vous une alliée qui sera vigilante à reprendre à chaque fois un discours haineux, un discours rageux, un discours discriminant à l'encontre ou à l'adresse des pratiquants ou des personnes concernées par le chemsex, qu'ils soient personnel encadrant, soignants, infirmières, médecins, travailleurs sociaux, communautaires, ou personnes qui elles-mêmes pratiquent le chemsex et qui parfois se sentent stigmatisées, pas que parfois, stigmatisées par nos institutions, par nos mêmes institutions. Donc il faut que nous soyons vigilants à cela. Et moi, je suis vigilante à faire de ce territoire un territoire d'accueil. De toute façon, je suis sous la haute autorité d'Hélène Donadieu aussi, qui peut me reprendre à certains moments. Tout ça pour vous dire que la ville est là, à accompagner et être au plus proche des acteurs communautaires. Et vous me permettrez de finir peut-être par quelque chose d'un peu plus personnel, parce que je vois des visages qui sont, au-delà d'être des visages amis, des visages frères de lutte. Des petits mots. Donc, des petits mots adressés aux personnes qui, au quotidien, m'ont nourri et appris dans ces pratiques de chemsex, à quel point j'ai grandi et j'ai évolué dans ma vie au contact de vous, travailleurs, de vous, collègues de aide et anciens collègues de aide, qui m'avaient fait prendre conscience que l'humanité, elle est présente à chacun des pas de vos militantismes. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous parce que j'ai l'impression d'être des vôtres, même si aujourd'hui j'ai un petit peu basculé de l'autre côté, mais je suis toujours vigilante à garder cet esprit combatif et de ne pas laisser faire, de ne pas laisser dire là où, encore une fois, la bêtise, l'ignardise font le lit de cette société intolérante et discriminante. Et enfin, le dernier, c'est pour les chemsexeurs, ils sont peut-être dans la salle, les personnes qui vont témoigner ce soir ou tout à l'heure. Soyez certains que là aussi, vous avez une alliée en face et que je serai toujours à votre écoute, que vos pratiques sont peut-être mises au banc. En tout cas, nous avons peut-être aussi participé à créer cette société addictive et à vous mettre de côté. Je serai toujours là à vos côtés. Je vous remercie et bons travaux à vous. Merci beaucoup. Je passe désormais la parole à Monsieur François Bérard. Bonjour à tous. Merci infiniment. Alors, je ne fais pas le protocole, parce que j'avais lu. Je me suis dit, bon, comme vous ne l'avez pas fait, je m'abstiens de le faire. En tout cas, merci beaucoup aux organisateurs d'avoir convié la direction générale du CHU, parce qu'elle est engagée auprès, et naturellement auprès de tous les professionnels qui interviennent sur ces problématiques globalement, qui sont celles, évidemment, que vous allez traiter aujourd'hui. Je voudrais remercier deux, trois personnes. Alors comme vous m'avez remercié, je vais vous remercier évidemment. Je voudrais saluer l'engagement d'Alain Mackinson à la tête du Corévi Occitanie. Vous animez une activité sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie. On est fiers que vous soyez à Montpellier. Et ça montre aussi l'engagement finalement des professionnels de cette faculté, de cet hôpital sur le développement et l'accompagnement de toutes les problématiques qui sont traitées par le Corévi. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier évidemment tous les professionnels du CHU qui, vous l'avez dit, médecins, soignants, contribuent, administratifs, parce que vous les avez cités, et merci pour eux. Voilà, ils animent aussi une dynamique sous évidemment le haut patronage de l'ARS qui est le financeur.
il ne faut jamais l'oublier, c'est aussi l'État qui soutient les dynamiques de coordination territoriale. Et il faut leur rendre aussi cet hommage. Et puis, comme tout le monde l'a cité, je vais citer aussi Hélène, parce que Hélène Donadieu, qui effectivement est membre de la commission médicale d'établissement, c'est l'Assemblée des médecins, c'est les médecins élus, et qui nous a sensibilisés dans une CME sur cette problématique. Et je dois avouer que ça a un peu surpris comme thématique. Et je le dis de manière très, très crue, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas. Et il se trouve que ça a résonné fort dans l'actualité juste après. Et je peux vous avouer que c'est la seule présentation de la CME que je présente à l'intégralité de mes amis, collègues dans mon cercle privé, parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et elle permet de sortir des préjugés et d'un certain nombre de choses qu'on peut entendre sur ces pratiques ou autres. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier l'ensemble des professionnels du CHU parce qu'on vient d'adopter il y a quelques semaines notre projet d'établissement dans lequel on a mis alors il y a deux éléments, je ne vais pas évidemment le citer, il sera bien trop long. Il y a un premier élément sur lequel je voulais insister, c'est le fait que des valeurs du CHU, nous avons positionné dans les valeurs de notre CHU l'égalité d'accès à tous, évidemment, aux soins, mais le fait que, je ne vais pas me transiger, je vais l'écrire, le fait que mettre le patient comme partenaire de l'ensemble de nos projets. Il est aujourd'hui indispensable que nos établissements de santé, dans le lien étroit qu'il y a entre la ville et l'hôpital, mettent le patient, les usagers, au cœur de leur projet, comme des partenaires de ces dernières, et je pense que vous en serez évidemment capable. Puis il y a un défi particulier, alors vous l'avez cité, c'est le défi de la prévention. Alors c'est vrai qu'on a un ministère de la santé et de la prévention, c'est assez récent dans son intitulé, mais vous en êtes des acteurs, prévention, dépistage, il y a beaucoup d'autres acteurs que le Corévi, vous avez parlé du CEGID en particulier, et on a été fiers de mettre cette dimension-là, et on a vu la dynamique qu'il y avait au sein de l'établissement, au sein du CHU, dont on pense que c'est qu'un lieu de soins. Non, le CHU, c'est aussi un lieu de prévention et de dépistage. Et donc voilà, je voulais insister sur les 3 enjeux qui seront ceux de votre journée. D'abord, le fait que vous vous inscrivez dans une dynamique, évidemment, de vigilance face à l'évolution de comportement, d'apparition de nouveaux risques. Et donc, qui dit nouveaux risques dit pratiques qui sont parfois extrêmes et qui nécessitent l'intervention j'allais dire, d'accompagnement en soins. Nous sommes évidemment pleinement partie prenante pour y participer. Vous avez cité le service d'addictologie qui est une lumière, un phare, une alerte sur ces sujets-là en particulier, mais il y a bien d'autres acteurs, et notamment celui des maladies infectieuses et tropicales. Le soutien évidemment au fait que ces actions, on ne les fait pas seules, hein, et on les fait avec l'ensemble des partenaires et des associations. Et enfin, vous l'avez redit et je le redis, le lien ville-hôpital. C'est... je pense que Sophie va en redire quelques mots parce que c'est évidemment une problématique à laquelle nous sommes tous confrontés. L'hôpital est dans la cité, mais l'hôpital est quand même entre ses murs encore aujourd'hui. Et que nous avons là aussi un grand défi à ouvrir dans les prochaines années, même s'il a déjà été ouvert ces derniers mois. Très bonne journée à tous. Merci encore une fois de votre invitation. Très bon débat. Je vais peut-être pas me lever. Enfin bon, si, allez, je me lève. Bon, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je tiens à vous présenter les excuses de Didier Jaffre qui aurait beaucoup aimé être à ma place aujourd'hui pour ouvrir ces journées parce qu'il est très attentif à toutes ces problématiques. Mais il a été retenu à une réunion à Paris avec plusieurs ministres et son devoir de directeur général est d'y être. Donc, je suis très heureuse de le remplacer aujourd'hui. On ne va pas faire tout le protocole, en effet, hein, mais bon. Je salue néanmoins le professeur Mackinson d'organiser ces journées en tant que président du Corévi, Madame Brun-Mandon, voilà, et puis vos collègues et donc François que je connais bien par ailleurs. Donc c'est un grand plaisir de voir que vous avez choisi un thème, hélas, comme ça a été dit, un peu couvert de façon déformée.
par l'actualité. Donc j'ai entendu le mot sans tabou. Alors je dois vous le dire, j'en suis sûre, la prévention, la santé publique à l'ARS conduite par Catherine Choma, c'est sans tabou, quels que soient les sujets. Donc là on parle d'un sujet, mais il y en a bien d'autres. Et nous, notre volonté, c'est d'arriver à faire de la prévention, de l'information, quels que soient les sujets, et d'aller vers tous les publics, qu'ils soient stigmatisés d'une façon ou d'une autre, qu'ils soient isolés socialement par d'autres sujets, qui peuvent être la pauvreté, l'éloignement, etc. Nous avons une volonté de gommer sur toutes les thématiques ces difficultés autant qu'on le peut, parce qu'il faut être aussi modeste, c'est pas si simple. Et puis il peut y avoir des résistances sociologiques, politiques, sociales, enfin toutes sortes de résistances. Mais nous, on n'en tient pas compte. On est là pour faire de la prévention et de la santé publique. Donc, dans le cadre du projet régional de santé, je vais être un tantinet techno, ça s'appelle le PRS. Ça nous a occupé beaucoup. Nous avons consulté beaucoup. Donc, nous avons consulté tout le monde, les 6 millions de personnes sur ces sujets. Et donc, je ne sais pas si dans la salle, certains ont répondu, mais tous les sujets étaient ouverts, y compris les sujets de santé publique et de santé sexuelle. Donc, voilà. Ça a été fait. Et dans ce qu'on a pu faire, alors je suis sûre que vous êtes jetés dessus, c'est public, ça fait 2500 pages, vous allez vous régaler, c'est un tantinet techno. Mais bon, on espère bientôt mettre en ligne le Wikipédia du PRS, que ça va peut-être vous permettre de pouvoir rechercher par mots-clés les thématiques qui vous intéressent. Ça, on va le faire pour Noël, enfin, au début d'année prochaine. Voilà. Donc, en matière de stratégie, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une alliance par une entrée thématique, donc, y compris donc, de prévention, de dépistage autour de la santé sexuelle, mais aussi une approche populationnelle, donc aller vers. Donc c'est pas si facile, mais c'est ça l'ambition que l'on a. Donc on va essayer de mener cela et continuer à travers la politique de dépistage qui existe déjà, donc la soutenir parce que c'est des moyens que l'on met à la disposition de tous. Donc des centres de dépistage anonyme et gratuit, des centres de diagnostic, l'association donc de la lutte contre le VIH, les IST, les hépatites, enfin voilà tout ce qui est autour des CARU, des XAPA. Sachez que l'ARS accompagne par des financements et par la mise en place, autant qu'on le peut, de dispositifs nouveaux, par aussi des dépistages à travers des démarches qui sont sur le terrain. Donc, j'en citais un, par exemple, dans le Gers, on a ce qu'on appelle des épiceries solidaires de l'alimentation, où des gens qui ont des problèmes d'alimentation, qui ont des problèmes pour se nourrir, vont chercher à manger dans des épiceries solidaires. On a posté des infirmiers qui rencontrent des hommes, des femmes qui ont des addictions, qui ont des pratiques délicates parfois pour leur santé, pour les orienter dans des endroits où c'est gratuit pour se faire soigner, mais ils ne le savent pas. Donc c'est ça aussi le travail de l'ARS, c'est soutenir avec des moyens toutes les initiatives locales qui permettent d'aller vers les gens qui sont complètement en dehors des circuits. Et les gens qui sont porteurs d'addiction, qui sont consommateurs de drogue, peuvent être aussi complètement isolés dans leur coin et ne pas forcément avoir accès du tout à la santé. Donc pour rappel, sans être trop longue, mais simplement rappeler que tout ça, ça se traduit par des moyens. Alors en 2022, je n'ai pas encore les chiffres de 2023, mais en 2022, l'ARS a financé sur ses fonds propres 11 millions d'euros. Dans la région. Donc, le soutien au projet sur des programmes de dépistage, de réduction des risques à travers le COREVI, le COEP, donc c'est la coordination des hépatites, et d'autres choses, VIH, IST, hépatite, etc. À cela, on a mis 3,5 millions d'euros pour lutter contre les addictions au sens large, donc qu'elles soient aux drogues, qu'elles soient sexuelles ou autres. Et puis plus spécifiquement, plus récemment, elle
elle a soutenu le dernier trimestre, là, donc 2023, un projet d'accompagnement et de prise en charge du chemsex qui est mis en œuvre à Toulouse avec AIDS, vous en parliez madame tout à l'heure, donc afin de réduire l'impact sur les effets délétères des inégalités sociales des chemsexeurs, parce que qui peuvent être aussi très isolés, hein, donc en décloisonnant les parcours de santé sexuelle et d'addictologie. Donc voilà, c'est ça aussi le travail de l'ARS, c'est être un interlocuteur que l'on peut venir rencontrer, à qui on peut se signaler, que ce soit au niveau de Catherine Choma, mais aussi dans les départements et les territoires auprès des directions départementales qui ont chacun des représentants de la santé publique, de la prévention, et qui peuvent être, vous écouter. Alors on peut ou on ne peut pas, on a les moyens ou pas, mais en tout cas on essaie de le faire et on essaie aussi de faire connaître ce qui existe comme dispositif. Donc on a aussi comme tout le monde, parce qu'on est un peu techno, mais quand même un site internet qui est relativement renseigné et qui peut aussi permettre de voir qu'il existe des choses, parce que le plus compliqué quand on a un problème, c'est savoir où elle est. Voilà. Donc, en conclusion, moi, je me réjouis que ce colloque existe. Donc, on y a contribué, on l'a fait avec grand plaisir. J'ai regardé le programme, il est très ouvert et sur une thématique qui, j'en suis sûre, va conduire à des débats nourris. Donc, je ne resterai pas toute la journée, mais je m'en réjouis. Voilà. Bonne journée à vous tous et toutes. Merci beaucoup pour vos prises de parole et pour cette introduction donc, à cette journée chemsex. Moi, j'ai la chance du coup de vous présenter Hélène, qui est un peu notre rockstar du chemsex, notre Taylor Swift du chemsex. Professeure, du coup, elle est responsable du coup du service addictologie et de l'équipe médicale d'addictologie et complications somatiques des addictions du CHU de Montpellier. Mais bien plus que ça, elle a vu arriver le chemsex avec l'accompagnement de ses patients HSH. Elle a participé aussi à la rédaction du rapport Benyamina sur le chemsex, mais aussi elle intervient auprès des associations depuis des années. Elle intervient au Spot de Aide, centre communautaire. Elle intervient aussi en tant que formatrice de l'ENIPS formation sur le chemsex, justement, et elle est copilote avec le docteur Bistoquet de la commission LGBTQIA+, du Corévi Occitanie. Ces patients se demandent aussi si elles ne participent pas aux soirées lorsqu'ils l'entendent parler du chemsex, et ils s'échangent les coordonnées lors de ces soirées. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Je vous présente du coup le professeur Donadieu pour une présentation de 30 minutes suivie de 15 minutes d'échange, de questions. C'est pas comme s'il y avait le directeur de l'établissement dans lequel je travaille dans la salle. Merci Vivien. Excusez-moi. Ah oui, c'est vrai que vous êtes aux soirées aussi. Bien, en tout cas, merci pour tous ces mots, Vivien. C'est un bonheur de travailler à tes côtés. Je dois dire qu'a priori, je suis en principe pas trop stressée quand je fais ce genre de communication sur le chemsex, puisque plutôt habituée. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu de stress avec toutes ces éloges et tout. Je me dis, faut pas se louper sur un truc comme ça. Bon, on va voir. Et si je me loupe, c'est pas grave. Vous me pardonnerez. Et puis, vous reviendrez me voir ailleurs. En tout cas, je suis très heureuse d'être là et je suis très fière au nom du Corévi et du comité d'organisation que vous soyez aussi nombreux. Et ça témoigne d'une grande demande. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour ceux qui ne connaîtraient pas la définition du chemsex, puisque je fais le début de la journée, donc c'est important de commencer par des basiques. Le chemsex, c'est donc une consommation de substances plutôt psychoactives en contexte sexuel. Il y a des données très importantes à savoir sur le chemsex, c'est que ça va concerner une population bien spécifique qu'on appelle les HSH, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et le fait d'utiliser ce terme
pour d'autres populations qui pratiqueraient aussi, bien évidemment, puisque l'usage sexualisé de drogue est universel, le fait d'utiliser le terme chemsex pour d'autres populations est considéré par la culture gay et par Stewart comme une appropriation culturelle offensante. Je pense que Fred ne dirait pas le contraire. C'est donc un terme spécifique, avec des us et coutumes spécifiques, qu'ont créé les HSH au fur et à mesure d'une temporalité qu'on va voir ensemble, et qui permet d'appartenir à une communauté, et qui permet à cette communauté de lutter contre une certaine marginalisation et un isolement que le reste de la société souhaiterait. Les substances, alors c'est des substances, vous allez voir, il y en a plein que vous connaissez, d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins. On parle de nouveaux produits de synthèse, mais globalement sont plus très nouveaux depuis 2006. Et chaque substance, et c'est pas que des drogues, chaque substance va avoir un rôle particulier à un moment particulier de la pratique. Et je vais essayer de vous détailler tout ça, sachant que Vivien doit me faire un signe 5 minutes avant la fin de mon topo. Et puis enfin, les applications de géolocalisation. Bien évidemment, on ne peut pas parler de chemsex et de diffusion du chemsex sans parler des applications de géolocalisation. En termes d'évolution, rapidement, première description du phénomène avec la méthamphétamine dans les cruisings et les saunas, 1980-1990. L'usage sexualisé de drogue, bien entendu, existait avant dans la communauté HSH, comme dans toutes les communautés. C'est décrit dans la Rome antique. Hein. Donc ils n'ont rien inventé, mais ils ont inventé par contre une pratique, des modalités de pratique qu'ils ont commencé par appeler le chem, essentiellement avec la meth. En 1999 est arrivé le terme chemsex pour une première fois. Et, décrit dans la littérature évidemment. 2004, bascule énorme de la pratique et de la diffusion du chem, c'est l'arrivée des applis de géolocalisation avec vraiment le fait d'avoir une localisation géographique beaucoup plus marquée et beaucoup plus précise en termes de temporalité et de localisation. Et puis 2006, l'arrivée des fameuses catinones. Alors je dis tout de suite, quand vous allez rencontrer des usagers, ne leur parlez pas de catinones. Ils ne savent pas obligatoirement que ça fait partie de cette famille-là. On va en reparler, c'est de la 2, c'est de la 3, c'est de l'alpha-PV, c'est la MEF, la miaou miaou, tout ce que vous voulez, mais le terme de catinone, c'est un terme extrêmement médical ou scientifique que les usagers ne se sont pas appropriés à ce jour. Et puis depuis, diffusion du phénomène, et on doit le dire parce qu'on le constate tous dans notre ville, une énorme aggravation en termes de sévérité des personnes qui pratiquaient avant et qui se sont largement aggravées en termes d'isolement et de détresse morale au moment du premier confinement, et puis même une augmentation du phénomène global dans son pourcentage depuis le premier confinement. Quelques chiffres. Alors, qui sont les HSH qui pratiquent le chemsex ? On a toujours l'habitude, je ne sais pas, c'est pour faire bien pensant, ou je ne sais pas pourquoi il faudrait dire ça, c'est de dire c'est des HSH, donc ça peut être des bi, des hétérocurieux, des gays. Globalement, on ne va pas se mentir, c'est quand même une très grosse majorité de personnes qui s'identifient comme étant gays. Si on regarde le pourcentage de personnes qui pratiquent le chemsex chez les HSH, on est entre 17 et 31% des personnes interrogées. Et ça, c'est quand même super important de dire qu'on a un chiffre sur des personnes à qui on a posé la question. Et donc, du coup, ça va être automatiquement légèrement orienté en termes de questionnement, parce que ça va être via les applis de géolocalisation, via des centres de santé sexuelle ou dans des cabinets de consultation. Et du coup, je me demande à quel point c'est pas un peu orienté. On ne va pas poser la question à l'ensemble des HSH, d'autant plus qu'on n'est pas censé savoir qui est HSH et qu'on s'en fout. Donc en termes de variabilité, on a le lieu de recrutement évidemment, mais on a aussi le fait de vivre ou pas avec le VIH. Et les premières descriptions vis-à-vis du chem concernaient essentiellement les personnes qui vivent avec le VIH. Donc il y a eu un petit biais d'interprétation au niveau du début de la description de cette pratique, en estimant que globalement, disons que toutes les premières études ne concernaient que les personnes qui vivent avec le VIH. C'était un petit peu stigmatisant. C'est en train de s'élargir. Et puis sur le plan géographique, on parlait aussi essentiellement du fait que ça concernait
que les grandes villes. On a appelé ça des hotspots. Bon, globalement, les applis de géolocalisation ont bien réglé le problème, puisqu'on peut tout à fait faire du chemsex dans la diagonale du vide en France, où on n'est pas du tout dans des grandes villes, et pour autant, on va pouvoir rencontrer, grâce à une appli de géolocalisation, une personne qui est susceptible d'avoir envie de faire du sexe avec nous. Alors, qu'est-ce qu'elles vont apporter, ces applis de géolocalisation ? J'imagine que vous les connaissez, je vous en ai mis quelques-unes. Il y a des pratiquants dans la salle. Ça suffit. Hein. Scruff, Grindr. Vous voyez, il y a des torses. Alors, on n'est pas obligé, quand on voit ce type de torse, de rencontrer obligatoirement la personne qui porte ce torse. Il semblerait que ce soit décrit. Et là, je me dis, qu'on soit HSH ou hétéro, on se dit qu'on rencontrerait bien ce torse. Ouais, on ne va pas se mentir. Bon, alors globalement, c'est toutes ces listes. Elles donnent des informations ultra importantes, ces applis de géolocalisation. Là, je vous ai mis une capture d'écran de Grindr, où j'ai enlevé la photo, je ne trouvais pas ça extrêmement correct. Donc... non, mais pas qu'elle ne soit pas correcte, la photo, c'est qu'on pouvait reconnaître. Voilà. En termes de localisation, l'appli va vous montrer la distance. Est-ce que j'ai une lumière ? Thibaut, j'ai une lumière ? Où est Thibaut ? Au secours. Pardon. Ah, super, merci. Donc, ici, là, vous avez la distance. La personne est à 761 mètres et elle était en ligne il y a 43 minutes. Pourquoi cette information est importante ? Parce que cette information permet d'anticiper la rencontre sexuelle si elle doit avoir lieu, de savoir si c'est dans un quart d'heure, dans 30 minutes ou dans 1h30, et du coup, d'anticiper les préparatifs dont on parlera. L'activité sexuelle, elle va être décrite comme protégée ou pas. Et là, vous voyez ce BBK qui veut dire bareback, qui veut dire en fait monter à cru, qui veut dire qu'on ne va pas utiliser de préservatif. Ce qui est la règle globalement dans la pratique du chemsex. Et là, autre donnée importante, c'est les petites gouttelettes qui évoquent autre chose que le fait de ne pas mettre de préservatif, qui évoquent le fait qu'il va y avoir une éjaculation dans le corps de la personne que l'on va pénétrer, et qu'il ne va pas y avoir un retrait avant l'éjaculation. Et ça, c'est quelque chose d'important en termes de prévention du risque infectieux. En tout cas, c'est des choses qui peuvent être utilisées par des personnes qui sont anciennement habituées à faire quelque chose d'aussi d'extrêmement important et très répandu dans la communauté HSH, qui est le sérotriage. Le sérotriage, il est très ancien, il est énormément fait dans la communauté HSH du fait de l'histoire vis-à-vis du VIH, et il correspond à un concept qu'on appelle la sérophobie, qui voudrait dire qu'on est un petit peu inquiet d'avoir des rapports sexuels, encore plus s'ils sont non protégés, avec quelqu'un qui vivrait avec le VIH, ou on est parfois inquiet parce qu'on vit soi-même avec le VIH, d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'aurait pas le VIH. Donc il y a cette espèce de sérophobie ambiante dans la communauté HSH. On aurait pu penser que cette sérophobie s'estompe avec des choses dont vont vous parler Jordan tout à l'heure, c'est-à-dire le TASP, c'est-à-dire le fait d'avoir effectivement, de vivre avec le VIH, mais d'avoir un traitement qui fait qu'on n'a pas de charge virale et que du coup, on ne risque absolument pas de transmettre, ou la PrEP qui permet de se protéger si on a des rapports sexuels, en tout cas vis-à-vis du VIH, si on a des rapports sexuels avec quelqu'un qui vit avec le VIH. Globalement, malgré l'avènement de toutes ces choses-là, il reste quand même une sérophobie et de plus en plus une prépophobie dans la communauté HSH. C'est-à-dire que le fait de maintenant, on va presque demander s'ils prennent la PrEP ou pas, avec parfois des freins vis-à-vis de cette notion de PrEP. La notion de prendre des chems va être souvent énoncée. Puis après, il y a les gémojis que je ne vous explique pas, vous les comprendrez vous-même, qui vont être utilisés. Parfois, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de termes, il y a juste des gémojis qui sont énoncés. La notion de prendre des chems ou pas va être énoncée. Ces chems ont une vocation particulière, je vous l'ai bien dit, vocation pour initier. Donc, c'est une pratique qui va être anticipée, c'est-à-dire on sait qu'on va prendre des substances en vue d'avoir un rapport sexuel. Je le dis souvent, la notion d'anticipation est majeure. Quelqu'un qui fait une soirée, qui prend une trace de coke avec ses potes en dansant sur toute la musique qu'il aime et qui ensuite rencontre un ou une partenaire et qui a un rapport sexuel, ça, c'est pas du chemsex. Vous voyez, c'est une soirée qui se termine par un rapport sexuel.
Le chemsex, c'est on anticipe en prenant de la drogue que le fait de prendre de la drogue va faciliter, initier et provoquer une certaine puissance et une certaine endurance au niveau sexuel. Alors je ne vous cache pas que des fois c'est un peu flou la distance. On commence une soirée, on fait une bonne soirée, on prend de la drogue, on est excité, on baise. Mais ce n'est pas systématiquement comme ça. On peut aussi anticiper systématiquement de créer l'excitation sexuelle en prenant de la drogue et en faisant la rencontre. Ces drogues, elles vont être prises de manière relativement classique par rapport à l'ensemble des usages de drogue, avec des termes peut-être un peu différents, et notamment la notion de slam, quand il s'agit d'être injecteur de substances dans un contexte sexuel. Alors, on va voir progressivement les différentes substances utilisées. Pour les substances psychoactives, la chef de file en France, les chefs de file en France, ce sont les catinones. Ces catinones ont un pouvoir psychodysleptique extrêmement puissant. Après, les autres aussi, méthamphétamine et cocaïne, ont ce type de pouvoir, mais sont un peu moins utilisés en France dans le chemsex. C'est vraiment catinone et cocaïne. Donc, fort pouvoir en pathogène. Je vous ai volontairement mis entre parenthèses. Parfois, vous allez voir sur Média, il y a des parenthèses avec des petits mots comme ça. Ce sont les mots des usagers. Les usagers sont vraiment en capacité de dire qu'ils sont in love, ils sont très attirés par la personne qu'ils viennent de rencontrer, dont ils ne connaissent pas le nom, l'histoire, c'est comme ça, mais il y a une attirance sexuelle qui est forte, un désir sexuel qui est fort et une reconnaissance vraiment. Moi, je dis souvent, c'est un filtre d'amour et en principe, quand je finis de dire ça, tout le monde me dit où c'est qu'il y en a. Vous allez voir, je vais vous raconter le revers de la médaille. Donc, il y a une nette augmentation de l'appétence sexuelle et une augmentation des perceptions sensorielles, mais pas juste une augmentation des perceptions sensorielles physiques et sexuelles. Il y a aussi une augmentation des perceptions sensorielles intellectuelles et de la musique. Il y a de nombreuses personnes qui font des plans de longue durée, qui, dans les plans de longue durée, apprécient autant les moments de chill à prendre des substances et à discuter qu'à baiser. Et c'est vraiment ces deux salles, deux ambiances dans une partouze qui vont occasionner vraiment le fait que ça va durer extrêmement longtemps et qu'il peut y avoir des moments extrêmement plaisants. Et puis, il y a effectivement une nette augmentation de l'endurance sexuelle. Une augmentation de l'endurance sexuelle en fait, qui est médiée par l'absence d'orgasme éjaculatoire ou par un très très grand retard à l'orgasme éjaculatoire. C'est-à-dire que si on veut avoir un orgasme sous catinone, enfin un orgasme éjaculatoire, parce qu'on peut avoir des orgasmes sans éjaculer quand on est un homme, mais on peut avoir, si on attend d'avoir cet orgasme éjaculatoire sur un plan chemsex, globalement il faut se masturber 2 à 3 heures après la fin du plan et après la fin des prises de catinone pour obtenir une éjaculation. Et donc en fait, bon, certes, ça peut paraître un peu morbide, mais ce retard à l'éjaculation maintient un désir important du plan d'après qui va permettre d'être extraordinaire. Donc les catinones permettent de maintenir un désir exacerbé et une attirance physique et intellectuelle pour la personne qu'on vient de rencontrer. Et par ailleurs, permettent aussi de ne pas éjaculer pour pouvoir continuer à avoir des rapports sexuels. Alors, les catinones, globalement, je vais aller vite pour ne pas perdre de temps, ça vous intéresse probablement un peu moins. Elles sont reconnues comme stupéfiants en France depuis 2012. En fait, elles ont des mécanismes d'action comme la cocaïne et comme les amphétamines, un peu différents en fonction des différentes, mais globalement, c'est ce qu'on appelle des amphétamines-like et des cocaïnes-like. Elles vont inonder les espaces entre les cellules neurologiques de dopamine, noradrénaline et sérotonine, ce qui explique qu'ensuite, il y a cette inondation qui fait que ça met le cerveau dans le système de récompense un peu au repos, qui fait qu'après, il est totalement sidéré. Et ça explique pourquoi il y a des descentes qui sont parfois aussi violentes, parce que le cerveau a tellement été inondé par ces neurotransmetteurs du plaisir, de l'euphorie et de la stimulation, qu'un cerveau inondé, il se met au repos, il se dit « j'ai pas besoin d'en fabriquer, c'est bon, il y en a assez ». Et du coup, pendant 2-3 jours, il redémarre, il prend du temps pour redémarrer, ça c'est la fameuse descente. Et la descente des catinones, elle est juste horrible, on en reparlera. Facile d'obtenir des CAT, donc c'est vendu comme engrais, sel chimique sur le net. Il n'y a absolument pas besoin d'aller sur
sur le dark web, c'est pas cher du tout. Ça peut être trouvé en direct des laboratoires, directement en soirée, dans le marché noir classique. De plus en plus, on en trouve direct dans les soirées organisées, privées ou publiques. Et puis, on constate effectivement une diffusion en milieu festif, et notamment une diffusion chez les jeunes dans le milieu festif, avec les catinones qui deviennent actuellement les deuxièmes drogues de synthèse vendues en Europe, après les cannabinoïdes de synthèse. Les substances de la désinhibition, hop là, j'en ai sauté une. Le G. Alors le G, évidemment, vous en entendez beaucoup parler. La plupart du temps, c'est du GBL. Le GBL qui peut s'acheter par flacon de 5 litres, qui est utilisé dans l'industrie pour nettoyer les moteurs, les jantes de voiture et pour décaper les parquets. Là, un petit peu de GBL permettrait de décaper ce magnifique parquet. Et le GBL, quand on le boit, il va être transformé en GHB dans l'organisme et provoquer l'effet psychoactif qu'on attend du GHB. C'est pas si simple que ça d'acheter du GBL parce qu'il faut avoir un numéro SIRET, mais on a toujours un pote qui a un numéro SIRET. Donc ça a un fort pouvoir addictogène. Le G, c'est plutôt, moi, ce que je trouve un des trucs les plus dramatiques globalement dans le chemsex sur le plan addictif. Le G, ça va sur les mêmes récepteurs que l'alcool, que les benzodiazépines. Ça va sur un récepteur qui est ultra important dans le système de récompense et qui est vraiment... très très à risque de développer une addiction, et de nombreuses personnes vont gérer la descente en prenant du G, donc ils se retrouvent à 3 jours de partouze à prendre du G, puis 3 jours de G pour gérer la descente, et en fait ils prennent du G tous les jours, et donc en fait après ils n'arrivent absolument plus à s'en passer. Et moi je trouve que c'est un des trucs actuellement, ça et le slam, relativement inquiétant. Attention au Géol, on en reparlera dans les ateliers ensuite. C'est une anesthésie générale, le Géol, puisque le G est un anesthésiant. Globalement, il n'est pas totalement préconisé d'avoir une anesthésie générale en dehors d'un bloc opératoire. C'est pas ce qui est le plus préconisé. Et là, malheureusement, c'est dans une partouze avec plein de monde autour qui est un peu def et qui ne va pas obligatoirement appeler les secours. Et puis appeler les secours ou appeler les pompiers quand on est 40 mecs à poil en train de baiser sous drogue, on n'a pas automatiquement envie parce qu'on se dit qu'il va peut-être y avoir une petite perception négative de la part des secours. Donc... Donc quelques freins à appeler les secours, mais on en reparlera dans les ateliers. C'est extrêmement important de savoir leur expliquer comment appeler les secours. Les effets recherchés, désinhibition, performance sexuelle, euphorie, perte de contrôle, relaxation à la fois psychique et physique. Donc ça permet vraiment de faciliter les pratiques hard comme le BDSM, le fist, etc. ou les objets, enfin les jouets sexuels, puisqu'il y a quand même une relaxation, une anesthésie qui permet de vraiment beaucoup mieux supporter des pénétrations parfois un peu houleuses. La Keta. La Keta, donc c'est la fameuse K, beaucoup moins utilisée. Attention au kaol, qui là pour le coup est une manifestation largement psychiatrique, un événement psychiatrique chez un individu. Ça ne veut pas dire que cette personne a une maladie psychiatrique, mais c'est un équivalent, en gros, de bouffée délirante aiguë. Et vraiment, les personnes ne sont pas bien du tout. Ça a un effet très dissociant avec des perceptions de paranoïa. Dans le chem, moi, j'en vois beaucoup moins de la Keta que chez les jeunes en teuf. Je trouve que la Keta est quand même un peu plus diffusée dans le milieu festif que dans le milieu du chem, mais bon, elle est décrite. Juste un petit truc sur la Keta, c'est que la Keta et le G sont des anesthésiants. Donc avoir des pratiques sexuelles hard, multiples, avec des objets, avec plus ou moins du gel, on va parler de tout ça aussi dans les ateliers. Le problème, c'est que la douleur est un signal de danger, d'arrêt de la pratique chez quelqu'un qui ne prendrait pas d'anesthésiant. Si vous ne prenez pas d'anesthésiant, que vous avez une pratique sexuelle un peu hard, vous allez temporiser votre partenaire, vous allez vous-même temporiser au moment de la pénétration si ça devient douloureux, et notamment au moment du fist. Le problème, c'est que quand on est sous Keta ou sous G, on est anesthésié, et en plus on a un peu def quand même, on a un peu perche comme on dit, et du coup c'est compliqué de ressentir la douleur, et même si on ressent la douleur, d'avoir la perception qu'il faudrait arrêter cette douleur, c'est pas une évidence. Alors je vous dis pas qu'il faut arrêter les trucs douloureux, parce qu'il y a des tas de gens qui adorent faire des trucs douloureux dans la baise, et il faut respecter aussi ceux qui souhaitent, mais l'idée c'est de dire que parfois les trucs douloureux c'est trop douloureux et que là il faut arrêter parce que ça veut dire qu'il y a une perforation digestive, qu'il y a une rupture du sphincter, et là c'est quand même ennuyeux pour la poursuite de la vie sexuelle chez l'individu. Ensuite, d'autres substances qui ne sont pas obligatoirement des substances psychoactives mais qui sont utilisées dans le chem, le sildenafil et le tadalafil. Vous vous souvenez que dans les catinones,
Il y a une limitation de la qualité de l'érection pour certains, et la plupart, ça a bien modifié d'ailleurs les plans multipartenariat, parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'actifs. En tout cas, il y aurait 0 actif, il n'y aurait que des objets ou des points dans une partouze s'il n'existait pas le sildenafil et le tadalafil. Sildenafil et tadalafil qui permettent de maintenir une érection de qualité, ou à peu près de qualité, chez une personne qui va prendre des catinones, et ce pendant 36 ou 48 heures sur un plan un peu prolongé. Tous les plans ne sont pas aussi prolongés, bien entendu. Le problème, c'est qu'on peut avoir des usagers qui prennent une boîte de 24 en 48 heures, ce qui ne correspond pas totalement à l'autorisation de mise sur le marché du sildenafil et qui peut occasionner, avec des drogues psychostimulantes, des problématiques cardiaques et majorer les problèmes de risque cardiaque. Donc moi, je pose systématiquement la question de l'utilisation du sildenafil et ou du tadalafil. Et je vais orienter, je fais partie des médecins qui prescrivent aux chemsexeurs, aux usagers du chemsex, du sildenafil ou du tadalafil, voire même du tadalafil moins dosé tout au long de la semaine quand on rééduque la qualité de l'érection chez quelqu'un qui bande plus du tout. Et donc vraiment j'utilise ces médicaments et je les prescris même pour les partouzes. Et ça me permet d'avoir des conseils d'utilisation et de nombre de comprimés à donner. Et au moins, ils entendent le discours. Et puis, je me dis qu'ils ne commandent pas de la merde sur Internet. C'est déjà pas plus mal. Les substances pour la gestion de la descente, on en a déjà parlé. 3 jours de descente relativement rude, avec une incurie psychique. Je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, je ne peux pas aller bosser, je m'en sortirai jamais. Et puis j'ai plus mes amis, j'ai plus ceci. Enfin, le désespoir total. Il faut savoir vraiment prévenir la crise suicidaire pendant cette période-là et savoir prévenir autre chose que ces substances qui ne sont pas toujours favorables à la gestion de la descente. Alors les conséquences, je vais insister sur les conséquences en santé sexuelle et les conséquences psychosociales, parce que les conséquences addictologiques, infectieuses et médicales, c'est Jordan qui va les traiter, et que à ce jour, je suis convaincue que les conséquences psychosociales sont les plus graves, les plus dangereuses et celles qui préoccupent le plus les usagers, et c'est de ça dont il faut qu'on s'occupe. En termes de santé sexuelle, on l'a dit, cette pratique permet d'avoir des sessions sexuelles de beaucoup plus longue durée, permet d'avoir un multipartenariat. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas la règle. Il y a des couples entre eux qui font du chem avec un trouble ou avec un couple ami qui ne font pas obligatoirement des partouzes pendant 48 heures. Ce n'est pas que ça non plus, il ne faut pas rigoler. Mais quand même, ça peut favoriser le multipartenariat. Ça favorise le BDSM, une modification un peu de la pratique, notamment chez les jeunes HSH qui arrivent à la sexualité, chez qui, s'ils passent par le chem, ils vont être d'emblée confrontés à des propositions, en tout cas de fist ou de pratiques de soumission, et puis des pratiques sexuelles, évidemment, sans préservatif. Je dirais que tout n'est pas négatif dans le chemsex en ce qui concerne la santé sexuelle. On rencontre de nombreux hommes, et notamment des hommes un peu plus âgés qui vivent avec le VIH depuis très longtemps, chez qui cette pratique a permis un retour à la sexualité. Et moi, quand j'ai un homme qui n'a pas baisé depuis 20 ans parce qu'il avait peur de donner le VIH et qui me dit « Putain, je rebaisse depuis », je suis quand même un petit peu contente qu'il ait rencontré les catinones, je dois le dire. Malheureusement, il y a une perte de la diversification de la sexualité. Il y a de nombreuses violences subies ou commises qui sont tout aussi violentes. Une sexualité qui devient souvent solo devant un visionnage excessif d'images pornographiques. Et puis parfois, il n'y a plus que du chem. Le terme sexe n'arrive même plus dans la pratique puisqu'il n'y a plus qu'un usage de drogue. Le temps de préparation et notamment de lavement médié par... les substances sont de plus en plus longues. Vous imaginez bien que quand il y a une partouze de très longue durée, on va faire une préparation du tube digestif intense qui nécessite parfois 5, 6, 7 lavements avec des pommeaux de douche et qui sont extrêmement traumatiques. Certains auteurs en France parlent de pratique ordalique quand il s'agit de décrire tout ça, mais je ne voudrais pas que vous reteniez que les côtés négatifs de la pratique. C'est pour ça que je me suis permis de mettre quelques points positifs. J'espère que vous comprendrez.
La santé sexuelle, putain, je suis vraiment à la bourre, il faut que je me dépêche. J'ai plus parlé que dans mon salon. La santé sexuelle, on a fait une étude avec Marion qui est dans la salle, au Spot. Elle est venue interroger des usagers de chemsex au Spot pour interroger sur le vécu de leur santé sexuelle. Alors en termes de prise de risque, 36% des personnes ont décrit des violences sexuelles subies depuis le début de la pratique. C'est juste énorme. Aucune démarche judiciaire, aucune association encore à ce jour, Fred, il faut s'y mettre, n'a pris ce combat à bras le corps pour vraiment savoir quel va être le parcours d'un HSH qui en partouze se fait violer sans qu'on ameute les médias et d'autres situations dramatiques, mais qu'on trouve des bonnes solutions pour les personnes. Et puis cette personne m'a dit mardi après-midi, une partie de moi est morte. Et puis le score de qualité sexuelle, je vous donne juste le score global, qui est un score qui est utilisé chez les hommes, en principe, qui ont des cancers urologiques. C'est un score qui va évaluer l'érection, l'éjaculation, la satisfaction globale sexuelle et désir et activité. Je vous dis juste le score global. Les personnes qu'on a rencontrées au Spot, qui ont en moyenne 36 ans, donc plutôt jeunes, qui devraient bander et baiser comme des taureaux, bah, globalement, ils ont un score de 92. En moyenne, un homme de 65 ans qui a un cancer de la prostate irradié, il est entre 100 et 105. Voilà. Vous voyez, donc la santé sexuelle, ben non, ça ne va pas si bien que ça sous chemsex. Et je crois qu'il faut le dire, le redire, et que les catinones, certes, elles donnent très, très, très envie de baiser, elles créent une énorme excitation dont on aurait tous envie, mais peut-être que le sentiment amoureux, parfois, crée cette excitation. En ce qui concerne l'addiction, 70%, il n'y a aucune substance, aucun comportement qui est décrit avec un tel niveau d'accroche. Pour vous dire, l'accroche la plus haute, c'est la nicotine, c'est 33%. Le chemsex, on est à 60 à 70% d'accroche. C'est juste un peu terrible. Alors que de nombreuses personnes pensent qu'ils gèrent. Alors certes, ils gèrent, mais avec une addiction. En termes de conséquences en santé mentale, plus de difficultés psychosociales avec un isolement et puis de nombreux symptômes qui persistent à distance de la pratique. Et vraiment, il va falloir apprendre à lutter contre la crise suicidaire chez les HSH post-partous entre le lundi et le mercredi. Voici la grosse liste des complications médicales que je ne vous traiterai pas ici. Juste, il y a des personnes qui ne s'occupent pas que de chemsex, mais qui travaillent en carute dans la salle. On a de plus en plus de déclarations de douleurs urinaires à la Keta. Et donc vraiment, dépistez-le chez les personnes qui prennent de la Keta au long cours. Ils sont un peu inquiétants à ce niveau-là. L'accompagnement, il passe par des journées comme aujourd'hui, où on forme l'ensemble des équipes, où on va essayer de vous mettre à l'aise avec le vocabulaire, que vous le connaissiez, et puis avec l'énoncé de la pratique. L'idée, c'est savoir repérer pour amener aux soins. Et le choix de ce soin ou de cet accompagnement sera exclusivement choisi par l'usager. Et nous devons de proposer un accueil inconditionnel et pluriprofessionnel. Pour le repérage, on a sorti une étude cette année qui a été faite à la consultation PrEP, où on a un questionnaire de repérage de l'usage problématique qui est du coup maintenant validé et que vous pouvez utiliser parce qu'on nous pose toujours cette question-là. Donc il est important, en fait c'est facile, hein, c'est un repérage avec le test Assist que nous avons adapté au chemsex, et vous avez ici les scores, à partir de quand il faut savoir proposer une intervention brève vis-à-vis du chem, et à partir de quand il faut vraiment être insistant pour proposer une référence aux soins. Les grandes lignes de la prise en soin. Alors d'abord, il n'y a aucun traitement médicamenteux spécifique, comme souvent en addictologie. Il y a des pistes, hein, parce que le Ziban, que vous devez connaître, est une catinone. Donc on aurait quand même très 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 envie de donner du Ziban, et ça ne marche pas. Ça a été étudié sur le plan scientifique, ça ne marche pas. Globalement, il faut proposer une approche en thérapie intégrative avec de la TCC, avec vraiment une approche communautaire. Il faut avoir la notion de c'est quoi l'homophobie intériorisée, comment et c'est quoi l'histoire du VIH pour cette personne et pour l'ensemble de la communauté gay. Et puis il faut être extrêmement à l'aise avec la santé sexuelle, notamment le consentement,
comportement, savoir décrire les jouets, quand est-ce qu'il faut les laver, avec quoi, quel type de gel, monodose, pas monodose, et travailler sur la réadaptation à l'apprentissage de la sexualité sans chem, ou en tout cas à la diversification de la sexualité. J'ai fini, Viviane, ne panique pas. L'usage de drogue, on va en reparler. Et puis en santé mentale, il va falloir repérer les comorbidités psychiques. Il y en a, il faut savoir les repérer, les accompagner et prévenir les risques suicidaires. Voilà, il ne veut pas me passer... Je vous ai mis les mots de la fin. C'est des usagers que j'ai vus mardi après-midi au spot. Ils vivent ou pas avec le VIH. Ils ont tous pratiqué ou pratiquent encore le chemsex sur ces 3 phrases. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Versa, je laisse aux communautaires le fait de vous l'expliquer. Merci beaucoup. Merci. Des questions, du coup, suite à cette présentation. Fred. Merci Hélène. Comme d'habitude, présentation brillante, super concise et qui soulève quelques points intéressants. Il y en a 2 pour moi, 2 ou 3, mais je vais aller très très vite. Le premier, c'est intéressant, tu l'as évoqué, aujourd'hui la pénétration des catinones et GHB en milieu festif. Je voudrais juste ton avis là-dessus. Est-ce que ça a provoqué ou est-ce que ça a entraîné une augmentation des consultations ou une augmentation des hospitalisations? Première question. Parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, on sait à quel point les journalistes et les politiques aiment les discours alarmistes et donc peuvent nous dire et nous faire croire toute la journée que les jeunes et la population générale tombent tous dans le chemsex alors que c'est faux. Non. Et qu'on sait... Voilà, donc on est d'accord. Là-dessus, je voudrais ton ressenti. Sur la question des violences sexuelles, c'est très intéressant parce que là, tu nous donnes ce chiffre de 36% sur ceux qui ont vécu des violences sexuelles depuis le début de la pratique du chemsex. Moi, je voudrais revenir sur l'étude qui a été menée par les camarades de Fernand Vidal à Paris, qui montre une prévalence de 34% au viol et violences sexuelles on a les mêmes chez chiffres. les enfants. Oui, dans l'enfance et la primo-adolescence. Donc ça aussi, ça fait partie dans les déterminants du chemsex ou en tout cas des conduites problématiques. La question de ces violences sexuelles est essentielle. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Je crois que j'avais noté un autre truc, mais j'écris comme un addicto, donc hyper mal. Et donc je ne me relis pas. Voilà. Mais non. Si, le dernier truc, c'est sur l'étude de Benoît Schreck que tu as montré, que je trouve extrêmement bien, et surtout sur le ressenti des personnes. Il faut quand même préciser que c'était que des slammeurs reçus en psychiatrie. Hein. Tout à fait. Des gens tu as raison. en très grande difficulté. Donc ce chiffre, il faut un peu le relativiser. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tu as fait très très vite. Je vais essayer de faire aussi vite cet après-midi. C'est pas facile. Hein. Pour répondre à ta première question, est-ce que la diffusion des catinones et du G dans le milieu festif chez les jeunes a provoqué une augmentation des hospitalisations et du niveau d'addiction chez les jeunes? La réponse est clairement non. En fait, ce qui crée 60 à 70% de troubles de l'usage dans le chemsex, c'est la pratique du chemsex, c'est l'aspect communautaire, c'est les modalités de rencontre avec la dépendance aux applis, c'est la sexualité qui revient ou qui part, c'est ce comportement global qui crée 60 à 70% de niveau de dépendance et c'est dramatiquement haut. Les catinones ne donnent pas toutes seules en teuf ce niveau de dépendance, bien entendu, pas plus que l'exta. Voilà, il faut, je suis d'accord avec toi. Et étonnamment, les jeunes qui prennent des cates en teuf, moi je leur pose la question, je leur dis, mais vous êtes un peu excités, vous avez envie de baiser ou pas? Ils me disent, bah non, pas du tout, c'est pour le son. Donc c'est génial le côté subjectif des drogues, moi j'adore ça. Bonjour. Je voulais vous poser la question de la place de l'ocytocine dans le mécanisme. Sur l'attachement, plus ou moins. Non, le système de récompense et l'utilisation des drogues qui sont utilisées vont être plus sur tous les systèmes glutamate, GABA, opioïdes, etc., que véritablement dans d'autres systèmes. Et le fait qu'il y ait une augmentation ou pas de la sécrétion d'ocytocine au cours des parties sexuelles
liées à la sexualité et ou liées à la prise de drogue, je ne suis pas sûre que ça ait été utilisé. Donc je ne peux pas vous dire, bah oui, ça augmente l'ocytocine, c'est sûr, parce que les mécanismes sont évidents. Je ne peux pas vous répondre à ça, ça n'a pas été étudié. Ouais, bonjour. Est-ce qu'on a des données du chemsex dans le milieu lesbien? Il y a une étude. Une étude, ça ne veut donc absolument rien dire. Et le chemsex, alors, cette étude dit 17%. Voilà. Moi, j'en pense pas grand-chose. Et je suis pas sûre. Enfin, après, si on demande chez les hétéros qui font du libertinage et tout, enfin, vous voyez, donc, est-ce que le terme chemsex doit s'appliquer aux lesbiennes? Je pense qu'elles pratiquent un usage sexualisé de drogue, les lesbiennes, comme les hétéros, comme les bi, comme tout le monde. Je ne suis pas sûre que ça s'appelle du chemsex. Et que ce soit exactement la même pratique. Enfin, voilà, il va y avoir un usage de drogue, comme dans l'hétérosexualité, à visée sexuelle pour plein de raisons, la performance, l'endurance, la désinhibition, l'euphorie, etc. Tout ce que vous voulez dans vraiment toutes les pratiques sexuelles. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les chiffres, c'est compliqué à les avoir. Et c'est vrai qu'il y a cette étude qui dit 17%. Moi, je n'ai absolument pas d'usagères de chemsex femmes en consultation. Enfin, si, j'en ai. Mais elles sont dans le milieu gay. Elles évoluent dans le milieu gay, en fait. Bonjour. Je voudrais savoir le médicament, le baclofène qu'on donne pour les alcooliques. Est-ce qu'il ne pourrait pas fonctionner pour les personnes qui utilisent du GHB, du coup, vu que c'est sur la même molécule? Non, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas le même récepteur GABA. Bon, de toute façon, le baclofène ne marche pas dans l'alcool non plus. Hein. Donc, ça détend, quoi. Ça fait une mieux relaxation, mais ce n'est pas plus addictolytique que ça. Mais ça crée une... C'est ça, j'essaye de le fermer, l'éteindre, tout. Je suis trop petite. C'est un gros problème de taille. C'est comme ça, en addicto et en infection, on a décidé qu'il y avait un cut-off, on ne va pas au-dessus. Non, le baclofène ne marche pas. C'est une bonne idée, moi j'aurais plus... Enfin voilà, le Ziban, ça fait rêver, mais les études ne sont pas du tout favorables. Puis il y en a un autre avec la cocaïne qui fait rêver, mais qu'on utilise déjà. C'est le méthylphénidate qu'on utilise quand même souvent chez quelqu'un chez qui on arrive à faire un diagnostic de TDAH. Et ça marche bien. Peut-être une dernière question. Le lien TDAH, chemsex. Quelques mots. Le lien TDAH, chemsex, en fait, j'ai souvent cette question, le lien trouble de la perso, chemsex, le lien TDAH, chemsex. En fait, c'est ça. Je ne sais pas comment dire, c'est en addicto, quelqu'un qui a une addiction, il y a 50% de comorbidité psychique. Donc, que ce soit quelqu'un qui a un trouble de l'usage avec l'alcool, que ce soit quelqu'un qui a un trouble de l'usage avec le cannabis, quelle que soit l'addiction. Donc oui, chez les usagers de chemsex qui ont un trouble de l'usage du chemsex, on va avoir 50% de comorbidité psychique. Et la comorbidité psychique, en soi, est une grande vulnérabilité pour développer un trouble de l'usage. Mais j'ai envie de dire, c'est pas la comorbidité psychique qui va être supérieure dans le chemsex que dans les autres addictions. Parce que je trouve que c'est pareil, c'est les mêmes chiffres que les autres addictions. Et oui, le TDAH, c'est monstrueusement pourvoyeur d'addictions, mais alcool, cocaïne, enfin cocaïne évidemment, puisque c'est le traitement. On va pas se mentir. Donc voilà, mais... Enfin voilà, j'ai pas envie de dire qu'il y en a plus dans le chemsex. J'ai pas du tout envie de dire ça et c'est pas ce que je vis au quotidien. Il y en a pareil. Et par contre, attention, écoutez-moi, il y en a pas moins. Il y en a pas moins. Il faut s'en occuper des comorbidités psychiques chez les HSH. Il faut pas négliger la place des psychiatres dans cette prise en charge.